Bonjour, merci d'être là. Voilà, aujourd'hui, on va passer à la partie G. On va se mettre d'accord sur une méthode, voilà, qui vous aidera à identifier ou bien à sélectionner les bonnes réponses de la conférence à équipe. Donc, on va prendre comme un exemple ce sujet-là, ce texte-là. Je vais l'agrandir. Les textes, ils sont plus ou moins longs, donc mon conseil, c'est commencer d'abord par la question et pas par le texte. Pourquoi? Ici, normalement, vous allez trouver une à deux questions par texte, mais dans notre préparation, on va parfois travailler sur trois à quatre questions par texte, parce que ce qui importe ici, c'est plutôt la méthodologie. La question à poser, ou la toute première question, on a le cerveau humain est-il comparable à un ordinateur? Donc, comparaison entre le cerveau humain et un ordinateur. Qu'est-ce qu'on a comme proposition? A, oui, car il est fait des circuits de connexion. B, oui, car il est capable de commander toute une série de périphériques externes. C, non, car il est capable de se programmer lui-même. D, non, car sa mémoire n'est pas limitée, il peut apprendre continuellement. Donc, ça y est, j'ai lu la question. On a deux oui, deux non. Ici, circuit de connexion, série périphérique externe, se programmer lui-même, où il peut apprendre continuellement. À ce moment-là, je dois chercher ça dans le texte. Allez, je vais maintenant passer au texte. Le cerveau. L'idée que le cerveau puisse s'approprier des mondes extérieurs dès qu'il existe des membres fantômes habitant notre cerveau, il y a cette capacité que l'on appelle la neuroplasticité, voilà, du cerveau adulte, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir reconfigurer des circuits, de trouver de nouvelles connexions en permanence en fonction de certaines règles, notamment des règles qui dépendent de l'activité. Donc ici, quand on dit reconfigurer, ça veut dire se programmer. Voilà. Plus vous utilisez des circuits et plus les connexions vont voir leur efficacité augmenter. C'est une des raisons pour laquelle, d'ailleurs, cette analogie que l'on fait souvent sur du cerveau et l'ordinateur ne tient pas. Qu'est-ce que je viens de dire? La question elle-même, vous allez la trouver dans le texte. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On fait la comparaison entre le cerveau et l'ordinateur. Donc ici, on a analogie que l'on fait souvent du cerveau et l'ordinateur ne tient pas. Ça veut dire on n'est pas dans le oui, on est dans le non. Puisque ce cerveau a cette capacité d'auto-reconfiguration. Auto, c'est-à-dire soi-même. Reconfigurer, c'est programmer. Donc, se programmer soi-même. C'est exactement ce que c'est comme information clé qui nous aide à sélectionner, voilà, la C. Donc, quand vous avez vu, ils ont dit ne tient pas. Ça veut dire qu'on n'est pas dans le oui, on est dans le non. Donc, on élimine A, on élimine B. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Le C et le D. C'est se programmer lui-même. Donc, lui-même, c'est auto, soi-même. Voilà. Programmer, reconfigurer. La reconfiguration, c'est la programmation. Voilà, c'est des synonymes. C'est exactement ça. Car sa mémoire n'est pas limitée, il peut apprendre continuellement. Donc, qu'est-ce que vous avez trouvé? Cette question dans le texte. Donc, il faut faire toujours lire la question et les quatre propositions, essayer de tirer quelques mots-clés et puis passer au texte cette fois-ci. Pourquoi? Pour trouver la question. Et quand vous voyez là, la question complète, elle est là, elle est dans le texte.
Regardez, le cerveau humain est-il comparable à un ordinateur? Qu'est-ce qu'on a ici? C'est cette analogie que l'on fait souvent du cerveau et l'ordinateur ne tient pas. Ça veut dire qu'ils ne sont pas comparables. Donc, on a deux oui, deux non. Maintenant, on est dans le non et on a déjà éliminé les deux. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui justifie ça? C'est auto-reconfiguration. Donc, c'est ce programme lui. D'accord? Allez, si vous avez compris ce que j'ai dit, maintenant on passe à la question numéro 2. Laquelle des définitions ci-dessous pourrait être celle de la neuroplasticité? La capacité d'adaptation du cerveau, la souplesse du cerveau, la capacité d'apprentissage du cerveau ou la capacité du cerveau à gérer les différents sens avec souplesse. J'ai lu ça au début, quelque chose par rapport à la neuro. Voilà, regardez. Cette capacité que l'on appelle la neuroplasticité du cerveau adulte. C'est-à-dire quoi? La possibilité de pouvoir reconfigurer des circuits, de trouver de nouvelles connexions en permanence en fonction de certaines règles, notamment de règles qui dépendent de l'activité. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait choisir? A, B ou C ou D? La souplesse du cerveau, la capacité d'apprentissage, ici, la capacité d'adaptation du cerveau. Et je vous dis même pourquoi. Parce que dans le texte, on a ça, qui dépendent des règles, qui dépendent de l'activité. Donc, si on va, par exemple, lire, ça, c'est une activité différente de l'activité de courir. Donc, notre cerveau, voilà, il a une reconfiguration, voilà, qui dépend de l'activité, d'une activité précise. Voilà. Quand vous voyez là, en permanence, en fonction des règles, de certaines règles, en fonction. Voilà. Ici, des règles qui dépendent de l'activité. Voilà. Mais ici, c'est ça. C'est plutôt ça. Donc, qu'est-ce que vous avez remarqué? La question, on la trouve dans le texte. Ouais, vous avez vu comment on a trouvé cette question. Aussi, ce qu'on appelle laquelle des définitions ci-dessous pourrait être celle de la neuroplastie. Donc, vous voyez ici définition. Regardez ici, c'est que l'on appelle, c'est-à-dire. On a c'est-à-dire. Donc, c'est la définition ici qu'on appelle la neuroplasticité. Voilà. Maintenant, on va passer à la question numéro 3. Pourquoi l'auteur fait-il une comparaison entre un sportif et un nouveau-né? Donc ici, il y a une comparaison entre ces deux parce que tous deux doivent apprendre à se servir de leurs membres grâce au toucher, parce que, parce que tous deux doivent apprendre à se servir de leurs membres grâce à la vue, donc ici toucher, ici la vue, parce que tous deux doivent apprendre à se servir de leurs membres grâce au toucher et à la vue, parce que les graphées se rééduquent très bien grâce au sport. Donc ici, toucher, vue, les deux. Et la question, comparaison entre sportif et un nouveau. On s'aperçoit que lorsque l'on fait de l'imagerie cérébrale avant l'implantation, ce qu'on a vu par exemple pour des personnes qui ont eu les deux mains greffées, on peut faire un suivi
pour les mêmes personnes avant la greffe, quelques mois après la greffe et puis des années plus tard. On s'aperçoit véritablement que les membres greffés au départ sont traités comme des espèces d'organes incongrus, mais que très vite ils retrouvent les connexions et qu'on revoit les régions corticales censées gérer et la motricité et la sensibilité s'être approprié des connexions. C'est-à-dire que le fait d'avoir eu une concurrence entre la sensibilité et le toucher et la vision fait que ce cerveau, peu à peu, s'approprie ses propres membres. Ok, je vais voir. Et c'est une chose qui est assez importante, c'est de se rendre compte que finalement, là aussi, la preuve de cette fameuse neuroplasticité, quel que soit l'âge du sujet, c'est que lorsque vous allez apprendre à jouer au golf ou à jouer au tennis, dans la raquette, le club de golf devient une extension de votre membre. D'accord? Tout ça pourquoi? Parce qu'il va y avoir une convergence entre les signaux visuels, entre les signaux de toucher qui vont faire qu'à force d'entraînement, les circuits vont se recabler en quelque sorte pour affiner la précision du geste. Et on refait que ce qu'a fait l'enfant quand il sort du ventre de sa mère et qu'il va apprendre à gérer ses mains. Il va faire selon des règles par essai et erreur et les erreurs seront jugées par la vision. Donc, il va y avoir une congruence entre le toucher et la vision pour que cet enfant ou cet adepte d'un sport fasse la raquette ou le club. Donc, quand vous avez vu, la question c'est là. On refait que ce qu'a fait l'enfant quand il sort du ventre. Et puis ici, on voit un sportif et un enfant. Et là, ce qu'on voit, on voit ces deux. Voilà. Et ça, c'est exactement ce qu'on a ici. Voilà. Toucher et la vue, selon le texte. Vous avez vu? Donc, lire la question avant de lire le texte. Lire la question. Relever les mots clés des quatre propositions avant de lire. Chercher la question en lisant ou bien lire le texte en cherchant la question. Vous voyez, je vous ai fait une démonstration. On cherche littéralement la question. Voilà. À ce moment-là, on va éliminer quelques propositions et puis sélectionner la bonne. C'est ce qu'on doit faire. D'accord? Voilà. Moi, je dis ça, ce sont les règles du jeu. Maintenant, on passe au texte numéro 2, FUB. Je ne sais même pas ce que c'est. Ce texte parle du développement des villes de France, de la progression des pistes cyclables, du classement national de la pratique du cyclisme ou de l'importance de l'écologie dans les villes de France. Donc, quelle est l'idée générale de ce texte-là? Allez,
FUB, le 18e congrès de la fédération, donc fédération F, usagers U, et B, c'est bicyclette. D'accord? La fédération des usagers de la bicyclette a débuté jeudi à Lyon. Donc, il part de ça. Classement national de la pratique, 18e. Voilà. A débuté jeudi à Lyon, voilà. Mais la révélation a attendu des résultats de son enquête baromètre Préville des villes cyclables et plus précisément le palmarès des villes pro-vélo était prévu ce vendredi midi et Strasbourg reste bien la capitale française du vélo. Donc c'est ça, c'est le classement. L'information a été dévoilée dans un communiqué transmis aux médias à la mi-journée. Dans ce classement, la capitale alsacienne en avance grâce à une politique de développement amorcée dès les années 80 et toujours poursuivie depuis. Voilà. FUB invite les villes de France à s'emparer des résultats de cette enquête pour concevoir des pratiques modernes à la hauteur des enjeux du 21e siècle. Ok, donc, ce texte parle du classement, bien évidemment. Et maintenant, question numéro 2. À propos du palmarès, ce document annonce des résultats en progression inédite, des résultats stables. Pourquoi stable? Voilà. La capitale alsacienne en avance grâce à une politique de développement avancée liée. Voilà, ça veut dire qu'ils n'ont jamais abandonné ces pratiques, en fait. Donc, Nantes et Bordeaux. Toujours. Voilà. Selon l'association, il devrait y avoir peu de changements à court terme. Les conditions de circulation à vélo sont satisfaisantes cette année, où les politiques cyclables devraient être plus ambitieuses, où les villes françaises font des efforts significatifs pour la mobilité. Donc ici, regardez, ici on a FUB invite les villes de France à s'emparer, voilà, des résultats de cette enquête pour concevoir des pratiques modernes à la hauteur. Donc voilà, de faire la même chose que Nantes, voilà, et Bordeaux, ambitieuse. Maintenant, on va passer au texte numéro 3. On a Londres, Berlin, Hong Kong. Question numéro 1. Quel pourrait être le titre de ce document? Face aux nouveaux défis urbains, optimiser l'habitat de grandes villes, des logements pour demain, l'habitat face aux défis humanitaires, ou hommes et matériaux à un renouveau architectural. Londres, posé dans un hangar de Battersea, quartier situé au sud-est du centre de Londres, un studio est loué 350 € par mois contre 1 000 € pour un logement de la même taille dans un immeuble standard des environs, mais d'une collaboration entre un cabinet d'architecture et une société de gestion immobilière. Le cabanon shed permet à la fois de mieux exploiter les espaces vides et de proposer des loyers modérés, notamment aux jeunes actifs. Dans 3 mois, quelques 20 boîtes de 9 à 14 mètres carrés vont faire leur apparition dans un entrepôt du sud de la capitale britannique. L'idée est de créer un village constitué de cabanons avec des sanitaires communs où chacun aura un petit jardin. Détail de Times.
Berlin en 2015, quelques 890 000 réfugiés ont été accueillis en Allemagne en passant devant les files interminables de personnes attendant devant le centre de demande d'asile à Berlin. Un architecte allemand a décidé de leur construire un abri à l'aide de quelques planches de bois. Cette maison, une maison miniature, était née. Poussée par des valeurs de solidarité et de justice sociale, l'architecte a depuis construit plusieurs petits logements de 10 mètres carrés qu'il souhaite voir loués à 100 € maximum par mois. Alors que les appartements deviennent de plus en plus exigus et que les conteneurs aménagés font leur chemin, Hong Kong envisage une nouvelle solution de logement bon marché. Les tuyaux au béton armé, cette idée est développée par un architecte déjà à l'origine de Lightfoot, un conteneur d'habitation spacieux et fonctionnel mais trop peu. Il lance alors le concept de Lightfoot. Le conduit en béton armé de 2 mètres de diamètre, d'accord, 2,5 mètres de diamètre, il posséderait des propriétés physiques optimales en matière d'isolation. Pour donner corps au concept industriel innovant qui est l'OPED, nous nous adressons aux fournisseurs de matériaux de construction et achetons à très bas prix des tuyaux en béton que nous convertissons en logement, a expliqué l'architecte au quotidien hongkongais. Cependant, il ne conçoit pour l'instant ces logements peu comme des habitations temporaires. Il y a fort à parier que ces propositions ne laisseront pas de marbre. Elles forcent en tout état de cause à relancer le débat philosophique, excusez, de la solidarité en matière, excusez, d'accueil des plus démunis et de l'opportunisme mais mercantile qu'une telle situation ne manquera pas de provoquer. Donc, comme vous avez vu, ils ont toujours parlé de quelque chose qui a motivé ces pays, en fait, à avoir cette opportunité de bâtir autrement pour réduire le prix de loyer. Voilà. Par exemple, quand ils ont parlé de l'Allemagne, ils ont mentionné l'année 2005, là où ils ont reçu beaucoup de Syriens, voilà, de réfugiés. Voilà, il y avait beaucoup de réfugiés, voilà, réfugiés qui ont été accueillis en Allemagne, voilà, donc ils n'avaient pas où habiter, donc ils ont construit des petits logements de 10 mètres carrés, voilà. Il est loué à 100 € au max, voilà. Donc ça, c'est face aux nouveaux défis. Voilà. Il y a quelque chose qui se passe et puis eux, ils cherchent des solutions. Voilà, optimiser l'habitat de grandes villes. Parce qu'ici, on parle vraiment de grandes villes. London, Londres, Berlin et Hong Kong. Le point commun de tous ces exemples est un logement microscopique mais peu cher. Un logement pérenne mais petit, permanent mais non, c'est des solutions temporaires. Voilà, on a lu ça. Un logement temporaire mais vaste, non, il est petit. Donc, on élimine C et D. Qu'est-ce qu'il nous reste? A et B. Un logement microscopique mais peu cher. Voilà. Pourquoi? Parce que 10 mètres au carré. Vous imaginez, il y a des personnes qui ont une chambre au minimum 12 mètres carrés et plus. Et là, on parle d'un appart de 10 mètres. Donc, vraiment microscopique. Et là, voilà, mais peu cher. Voilà, ils ne sont pas vraiment, parce qu'on a dit 100 € au maximum le mois. Donc, c'est ce qu'on a. Le débat suscité par ces types de logements et le manque de solidarité pousse à créer des logements inadaptés.
L'appât du gain guidera sûrement les futures constructions. Le problème de la surpopulation dans les villes engendra de plus en plus de telles constructions. L'accueil des plus pauvres bénéficie à la politique de la ville. Ici, ce n'est pas le monde, c'est plutôt il y a la solidarité. Donc, on ne peut pas aller avec la A et ils ne sont pas des logements inadaptés. Non. Donc, le problème de la surpop ou l'accueil des plus pauvres. Ok. Donc, le débat. Donc, vous voyez là, si je reviens, le débat suscité par cette idéologie. Vous voyez là, vous trouvez carrément ça dans le texte. Le débat. De la solidarité en matière d'accueil des plus démunis, c'est pas, et de l'opportunisme mercantile qu'une telle situation ne marquera pas de profondeur. Donc, on ne peut pas aller seulement avec ça, parce que démunis, oui, mais c'est une seule partie. Il faut mentionner les deux. Le problème de la surpop, non, ici, c'est on parle d'accueillir des gens. L'appât du gain guidera sûrement les futures constructions, le manque de solidarité. Donc, j'ai dit dès le début, ce n'est pas le manque de solidarité, il y a une solidarité. Voilà. Donc, maintenant, on élimine aussi la D. Démunis, c'est pas, oui, mais quoi? Mais ici, il y a deux critères. Et l'opportunisme mercantile, une telle situation ne manquera pas de provoquer. Ouais. Le débat philosophique de la solidarité en matière, donc voici, il y a la solidarité en matière d'accueil des plus démunis et de l'opportunisme mercantile. Une telle situation ne manquera pas de provoquer. Voilà. Donc, l'appât du gain guidera sûrement les futures constructions. C'est exactement ça. Voilà, c'est l'appât. Donc, ce que vous avez remarqué, plusieurs fois, on trouve littéralement la question dans le texte. Bien évidemment, quand ils disent ce texte parle de quoi, ça, c'est plutôt l'idée générale. Et généralement, vous trouvez au début. Sinon, il y a carrément des questions. Par exemple, ce texte parle de quoi? Donc, il faut lire. Donc, je reviens ici. Il faut lire d'abord la question et les quatre propositions, bien évidemment. Avant de lire le texte, relever des mots-clés, j'enlève ça. Seulement la question et les quatre propositions. Relever des mots-clés, des quatre propositions et des quatre propositions. Voilà. Et puis, quand on termine avec ça, à ce moment-là, on passe au texte. Vous voyez, le texte n'est pas l'étape numéro 1, c'est l'étape numéro 3. Cherchant la question, parce que comme vous l'avez constaté, on trouve littéralement la question telle quelle dans le texte. Voilà. Et là, on pourrait éliminer quelques propositions et puis passer directement à la sélection de la banque. D'accord?